Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Les Écureuils du Bénin ont livré ce samedi le deuxième match contre les Bissau-Guinéens. Cette rencontre s'est soldée par un score nul et vierge de 0 but partout. Est-ce une déception pour notre consultant politique? Nous le saurons dans ce numéro de votre émission, Le Décryptage. Et surtout, nous évoquerons et analyserons les recommandations issues du sommet de la CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria. Le rapport final est disponible et la question du Bénin, cette partie du Bénin, vous pouvez la retrouver aux pages 9 et 10 de ce rapport. Nous décrypterons donc cette partie réservée au Bénin en lien avec les aspirations formulées précédemment par les forces se réclamant de l'opposition. Et vous le savez, comme d'habitude, sur ce plateau de Le Décryptage, nous recevons pour vous Agapit Napoléon Mafourican, notre consultant politique. Bonjour à vous. Bonjour Romiad, bonjour à tous les téléspectateurs et bon dimanche. Tout à fait, vous êtes expert en gouvernance, vous êtes expert électoral, consultant médias et communication, vous êtes féru du courant, il faut le dire, hein, vous partagez ces moments agréables devant le petit écran aussi, sur le terrain aussi. Écoutez, est-ce qu'il y en a en termes d'Africains qui n'aiment pas vraiment le football? Et puis de manière générale, je pense que le sport unit le monde. Regardez un peu lors des Jeux Olympiques, lors des Coupes du Monde, lors des championnats régionaux comme la CAN, comme l'Euro, comme la Copa Libertadores, la Copa América. Voilà, Copa América. Quand vous regardez tous ces moments, vous voyez comment ça fédère. Regardez les Roland Garros, les Wimbledon, tous ces moments rassemblent, fédèrent. Et donc oui, j'aime bien le foot. À défaut de jouer, j'ai eu à siffler un tout petit peu. Et donc arbitre. Oui, absolument. J'étais arbitre de ligue, aspirant fédéral. Et puis voilà, j'ai dû abandonner. Je ne savais pas que le football allait devenir une industrie qui produit autant de la matière et de moi. Sinon, vous non, j'étais pas parmi les derniers à l'époque du tout, mais bon, j'ai préféré les études et la profession. Voilà, et donc j'ai eu comme doyen le devancier célèbre Bonaventure Kofi Kodia, par exemple, qui était nos devanciers. Le directeur actuel. Et je peux dire que j'ai fait l'arbitrage avec une vaillante dame que vous connaissez très bien. Voilà, Agapit Napoléon Mafourican. Nous parlons maintenant des Écureuils du Bénin. Voilà. Deuxième sortie, deuxième match nul. C'est une déception. Je voulais parler de Cristiano Ronaldo. Bref. Alors, on revient au match. Non, écoutez, c'est pas une déception pour moi, pas du tout. Pas du tout pour moi une déception parce que je pense qu'ils ont produit du jeu, ils ont fait de leur mieux. En face, il y avait une équipe, la Guinée-Bissau. Faut pas qu'on se leurre. Il y avait une équipe qui avait une stratégie qui n'est pas venue à la CAN non plus par au hasard. Elle a fait son jeu. Et même face au Cameroun, quand vous regardez les deux buts concédés, ce n'était pas aussi du donné. Donc, c'est une équipe qui joue compact derrière et qui procède par contre-attaque. Et donc, il faut être fort. Il faut être soit puissant dans le tir, il faut avoir du dribble et précis dans les passes. Et il faut conclure. Ce qui n'a pas été notre cas. On n'a pas eu cette chance. Il y a toujours un dernier pied bissau-guinéen qui ressort un tir. Il y a toujours peut-être 1 centimètre ou quelques millimètres de plus dans le tir. Et finalement, on n'a pas pu trouver le cadre du but. Donc voilà. Déception, non. Voilà. On peut espérer pour la suite parce que les Écureuils ont-ils une chance pour aller vers le prochain tour? Ce système de meilleur troisième est déjà une ouverture, une possibilité, une porte ouverte, donc je veux dire, et donc qui peut être une chance pour nous. La chose la plus essentielle, c'est de ne pas déjà perdre. Là où on est aujourd'hui, il ne faut déjà pas perdre. Et si on ne perd pas, tout est possible. C'est une poule dans laquelle tout est possible. Même la Guinée-Bissau peut encore se qualifier. Ça peut vous surprendre. Mais la Guinée-Bissau qui n'a qu'un point peut bien se qualifier. Tout simplement parce que si la Guinée-Bissau battait, alors on est allé si. Les Black Stars du Ghana. Battait les Black Stars du Ghana, ils ont 4 points. Si le Bénin faisait nul avec le Cameroun, je souhaite bien que le Bénin batte le Cameroun. Mais si le Bénin faisait nul avec le Cameroun, vous imaginez que le Bénin aura 3 points, la Guinée-Bissau 4 points, le Ghana 2 points. Et donc, sorti avec le Bénin. Peut-être meilleur troisième, le Bénin. Donc, vous voyez que la Guinée-Bissau peut bien se qualifier. Alors, ça, c'est les 6. Alors, moi, je voudrais que les 6 profitent au Bénin et que nous soyons, à défaut d'être deuxième,
que nous sommes parmi les meilleurs troisièmes. Et comme je vous le dis, il ne faut déjà pas qu'on perde. Donc, il ne faudrait pas perdre face au Cameroun. Il faut jouer pour gagner. Il faut jouer, il faut faire son jeu. Il faut être heureux. Il faut rendre heureux les téléspectateurs. Il faut rendre heureux tous ceux-là qui ont pu faire le déplacement. Quand même, on parle du Bénin aujourd'hui avec fierté. Plus de 500 de Béninois qui se sont déplacés. 500 supporters. Il faut qu'il rende fier le gouvernement qui a sorti les moyens, qui a accompagné ce processus. Il faut qui appuie notre équipe. C'est quand même la première fois que vous voyez notre équipe. Enfin, première fois, c'est peut-être trop dit, mais c'est quand même l'une des rares fois où nous sortons pour une compétition où il n'y a pas de crise, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de conflit. Vous trouvez que donc, il y a une maîtrise du groupe. Hein, et aussi bien autour du sujet, qui a déjà encadré cette équipe avec catastrophe. Hein, il y a quelques années, en début 2000. En 2010. Voilà, donc, en début 2000. C'est ça? En 2010, 2000, oui, pour la première CAN déjà. Pour la deuxième CAN dans laquelle on a participé, c'était Ghana-Côte d'Ivoire, le CAN Ghana-Côte d'Ivoire, hein, donc au Ghana-Nigeria. Donc, déjà, Dessuyer n'a pas eu la chance avec notre équipe nationale. Mais aujourd'hui, vous voyez, il produit du jeu. Et d'abord, il a fait un bon parcours avec la Guinée. Oui. Il est revenu, entre autres, chez nous. Et donc, je pense que les écureuils n'ont qu'à faire leur jeu. Ils n'ont qu'à produire leur jeu. Et je pense que après le score fait ce que doit advienne que pourra. Hein, nous aimons bien les polémiques au Bénin. Bon, c'est mon avis personnel. Il y a une polémique qui est née. On estime que la prime de victoire qui avait été accordée lors du premier match à cause du verdict, donc le match nul, cela pourrait être un facteur inhibant dans le résultat que nous avons eu avec la Guinée-Bissau. Vous savez, dans ces histoires, il y a toujours la passion. Je souhaite que nous ne tombions pas trop bas. On a vécu des drames ailleurs, donc sachons raison garder. Mais il y a ce qu'il y a de polémique à avoir. Le gouvernement a voulu les encourager. Je dis, la Guinée-Bissau n'est pas une équipe qui se laisse compter. Ils ont produit du jeu, ils ont failli aussi marquer. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Autant on a pu tenir la dernière route au Ghana, autant on a battu l'Algérie lors des qualifications, mais autant on a été battu par la Gambie alors que nous menions. Hein? Donc, c'est pour vous dire qu'en football, en sport, tout est possible. Donc, il ne faut pas que les gens se laissent aller à des polémiques inutiles. Mais bon, vous savez, comme je dis, en 1998, Aimé Jacquet, qui était le sélectionneur de l'équipe de France de football, a été critiqué, c'est le pire entraîneur que la France ait jamais connu. C'est lui qui a gagné la première Coupe du Monde de football avec la France. Et Raymond Domenech, qui avait été laminé également, mais suffisamment nettoyé par la presse française, aurait pu aussi lui emboîter le pas s'il n'y avait peut-être pas eu cette boule de Zidane. Donc, non, vous savez, les gens, ils adorent les polémiques, mais bon, ça leur permet de vivre et d'occuper leur temps, de faire face à leur oisiveté ou à leur paresse. Donc, bon, parce qu'il faut avancer, il faut encourager ce qui se fait. Mardi prochain, c'est tout de même un rendez-vous très spécial, parce que là, ça passe ou ça casse. Ça passera. Ça passera parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une brèche qui est cette place de meilleur troisième. Oui. Et il faudrait déjà pas que nous perdions. Donc, jouons pour ne pas perdre. Donc, jouons pour gagner. Puis après, on verra bien. Fais ce que doit. Toujours. Adieu que pourra. Voilà. Agapit Napoléon Aforican, nous allons aborder notre deuxième sujet qui concerne ces recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que le sommet ordinaire a été tenu donc à Abuja au Nigeria. Les recommandations sont désormais connues en ce qui concerne cette situation sociopolitique au Bénin. Et déjà, on pourrait déjà parler de ce diagnostic qui a été fait. Par exemple, la CEDEAO, la commission de la CEDEAO qui estime que la majorité de la classe politique béninoise adopté les lois, par exemple, la charte des partis politiques, 81 pour, voilà, et une abstention, une contre plutôt, et le code électoral, par exemple, 114 pour 7. Donc, cela témoigne de ce que la commission de la CEDEAO prend acte de ce que les partis politiques, les acteurs politiques béninois ont adopté ensemble ces lois-là. Il y a un adage, vous connaissez l'adage qui dit que même si le mensonge emprunte des voies détournées pour aller au sommet, la vérité, en allant pas à pas, va finir par triompher. Moi, j'ai ri.
C'est-à-dire parce que c'était quand même si évident. Nous l'avons dit, on l'a répété. Il va falloir peut-être repasser une de ces émissions. Comment on disait, mais quand même, c'est tellement si évident que c'est l'Assemblée nationale de 2015. Cette Assemblée-là, dont ils devaient être quand même fiers. Ils ont gagné à une voix près le Pêchoir. C'est cette Assemblée-là qui a quand même voté la loi. C'est cette Assemblée qui, quelques mois plus tôt, avait empêché la révision de la Constitution. D'abord, par rapport au projet présidentiel de 2017, et ensuite par rapport à la proposition des députés, donc, de faire des révisions ciblées. Et on a dit que la démocratie avait triomphé parce que l'Assemblée, il y avait une minorité de blocage. Et curieusement, cette minorité de blocage, une fois qu'elle n'a pas gain de cause, la démocratie devient en danger. Quelle est cette démocratie? Il est évident que tout ce qui s'est passé, c'est un bon montage pour bloquer le processus et créer des problèmes au président Talon. C'est tellement simple, il fallait régler ces comptes, comme nous l'avons toujours fait. Rappelez, on a toujours empêché l'autre de gouverner. Et on met en place un dispositif. On est prêt à faire appel aux militaires. On est prêt à faire appel. Vous savez que les gens, ils n'ont même pas hésité à demander que l'extérieur intervienne. Mais ça, c'est le béninois, le mental béninois, ça. C'est-à-dire que, ou bien c'est moi, ou bien c'est personne. Moi, je suis content. Parce que quand on a dit que la mission de la CEDEAO venait, je connais le protocole additionnel. Les deux protocoles de 2001. Le grand protocole sur la démocratie, oui. Et puis l'autre sur la bonne gouvernance. C'est deux. Il y a l'un qui complète l'autre. Et pour le renforcer, le dispositif était quoi? Que la CEDEAO étant... la CEDEAO œuvre pour l'intégration économique. La CEDEAO n'a pas vocation politique normalement. Mais avec les guerres, avec les conflits qui ne cessaient pas, en 2001, déjà en 1993, en révisant la charte de la CEDEAO, les chefs d'État ont ouvert une brèche politique qui a été renforcée par les protocoles de Dakar. Le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, sur la sécurité et autres. Je n'ai pas l'intitulé en tête, les deux intitulés. Mais ces deux protocoles ont renforcé la position de la CEDEAO et permettent à la CEDEAO d'envoyer des missions exploratoires en période préélectorale pour analyser, pour étudier, pour faire un état des lieux de la situation du pays. Et lorsqu'il y a des chamaillements comme il y en a eu ici, la mission devient un peu plus regardante, écoute les différentes parties. Mais cela suffit pour que certains pensent que la CEDEAO peut prononcer des sanctions. On n'est pas dans le cas de la Gambie, on l'a dit. On n'est pas dans le cas de la Guinée équatoriale, de la Guinée qu'on a créée à un moment donné. On n'est pas dans le cas de Diendéré, de Burkina Faso. Donc, les gens n'ont pas compris. Mais quand on ne comprend pas, on cherche. Donc, nous, on était sérieux. En tout cas, personnellement, on ne peut pas. Je vous l'ai dit toujours ici que l'analyste politique, le consultant politique ne prend pas position, même si il adhère à un idéal. Quand on est dans cette dynamique d'analyse, on est rigoureux sur les faits. Et j'ai eu à dire ici que, fait qu'on fait, je mets au défi tous ceux-là qui disaient que la démocratie était en danger, qu'on n'était plus en démocratie, qu'il fallait retourner aux anciennes lois, et qu'il y avait des situations. Je les ai toujours mis au défi de venir pour un débat, que nous restions enfermés dans les principes, dans les textes, et non dans l'extrapolation de type inclusif qui n'a jamais existé nulle part, où la charte n'a jamais dit que pour aller aux élections, il faut une majorité, une opposition. On a dit clairement que l'élection doit être pluraliste, et elle a été. Donc, et justement, ça étonne quelques-uns, une partie de ces recommandations, par exemple, de la CEDEAO, parce que la CEDEAO parle même de boycott des législatives 2019 par certains candidats, boycott, alors que on a toujours réclamé, par exemple, des élections inclusives à l'époque. Mais lorsque vous faites tout pour ne pas y aller, lorsque vous faites tout pour bloquer l'appareil, mais qui ne vous échappe pas, cette fameuse commission paritaire ou comité paritaire qui devrait conduire au consensus. Le consensus a été retrouvé. Un document a été signé. Des lois, des projets de loi, des propositions de loi abrogatoires, dérogatoires ont été prises. Après qu'elle a signé, le lendemain, les gens sont revenus pour dire ah non, ils ne se retrouvent plus dans ce qui est fait. Mais c'était une belle pagaille. Ils voulaient foutre le bordel dans le pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, perdre tout ça de vue du jour au lendemain n'est pas sérieux. On a failli le pire. Le 28 avril, si le gouvernement n'a pas fait plus de maîtrise de soi
de gestion responsable. Mais ça aurait été le chaos. Pas le chaos de 2011, chaos, non le chaos. Donc, le gouvernement a géré cette situation avec maestria. Les gens pensaient, d'ailleurs ils ont commencé par l'élection sur fond de violence, des décès, parce qu'ils avaient déjà façonné, ils avaient déjà écrit tout ça, en attendant que... Et le plan a été dérouté. Ils ont été déroutés. Il n'y a pas eu de violence. Enfin, il y a eu violence d'un côté, et il y a eu passivité de l'autre. Mais comme ils avaient déjà enregistré leur mécanisme, ils l'ont déroulé un peu comme des diatribes mal maîtrisées. Et donc, du coup, la communauté internationale a repris également cela. Au mépris des règles élémentaires de confrontation des faits. Ce n'est pas que les journalistes qui confrontent les faits. Les observateurs doivent confronter les faits. Des enquêteurs doivent confronter les faits. Mais il y en a qui ont pris position. Quand vous voyez Amnesty International qui prend position sans vraiment faire une analyse, une enquête approfondie, descendre réellement sur le terrain et se fier à ce que la société civile Benoît dit, cette même société civile dont beaucoup de membres demandent au chef de l'État de prendre des ordonnances, c'est-à-dire de violer la loi, de violer la Constitution. Mais vous vous demandez, mais on est où? C'est la démocratie ça? C'est le désordre, c'est de l'anarchie. Et on l'a eu à dire. Donc il est heureux aujourd'hui que la CEDEAO reconnaisse et remette les choses à l'heure, pas remettre les pendules à l'heure. La CEDEAO jouait sa crédibilité. Moi j'étais surpris quand on me dit, mais Abacha, Buhari va réagir. Il va réagir sur quoi? Il n'a rien eu, il n'a réagi sur rien. Quand je félicite le Bénin d'appliquer rigoureusement les tests et de déjouer les pièges de ceux qui voulaient conduire à l'impasse. Heureusement, je dis, cette partie-là de la déclaration de la CEDEAO fera date et mettra désormais à l'ordre, en ordre et à l'ordre, ceux qui ont l'habitude de bloquer les processus électoraux. Pourtant. Parce que eux-mêmes, quand ils se retrouvent bloqués eux-mêmes, ils pensent qu'ils peuvent bloquer tout le pays et créer la zizanie, le désordre. Je pense que c'est là que le président Talon, le gouvernement, les forces de sécurité de l'ordre ont joué. C'est vrai, on peut déplorer des pertes en vie humaine au dernier moment, dans les conditions que nous savons. Mais les amalgames qui ont été faits, même au niveau international, même en France, où on nous apprend la démocratie, où vous entendez des députés français dire un certain nombre de comptes vérités, vous vous demandez, mais attends, de quoi? Mais le monde leur tombe sur la tête ou quoi? Pourquoi la vérité leur fait si mal? Mais la démocratie, c'est les Français qui nous l'ont appris, non? On comprend tout de même les Français aujourd'hui, quand on sait que la position est claire, pas d'ingérence. Non, je ne parle pas des officiels, mais quoique quelques officiels se sont égarés, hein, il faut le dire, se sont égarés avec, dans la grande messe symphonie, dans la symphonie de bashing, où il fallait attaquer le Bénin, passer par là, montrer que ça va très mal. On est même allé, pour lier la situation malheureuse au parc de Pangdiadé à l'époque. Mais on a lié ça à la situation de crise. Avec l'enlèvement. Toute une confusion organisée au niveau international, avec des confrères qui étaient heureux, avec des députés de la nation qui perçoivent des deniers publics et qui sont prêts à salir l'image du pays. Par exemple. Ce sommet d'Abuja au Nigeria a été une expérience pour certaines forces politiques parce qu'elles exigeaient presque la reprise des législatives de 2019. Mais on va reprendre les législatives sur quel critère? Nous l'avions dit également ici, qui était acté. Cette affaire est actée. On m'a parlé du taux de participation, on dit, mais quand même, dans ce pays, depuis quand les Béninois s'occupent des taux de participation, quand c'est nouveau, parce qu'ici connaissent ce qu'on appelle les taux de participation. Très peu s'y intéressaient, parce que même les gens qui n'ont pas voté disent qu'il faut annuler parce qu'il y a faire le taux de participation. Dis, attends, toi tu ne vas jamais voter. Il y en a qui n'ont même pas de 4 lépis. Et qui parlent le taux de participation. Dis, attends, de quoi on parle? Un beau désordre. C'est-à-dire que les gens étaient déroutés. Ils sont totalement déroutés, perdus. Ils ont perdu leur boussole. Parce qu'ils ont voulu embarquer le Bénin dans une voie sans issue. C'est eux qui se sont retrouvés dans une voie sans issue. Et ça, c'est heureux. Je pense que c'est une belle leçon.
Il est clair, on ne peut pas reprendre les élections. Moi, même si tel va dire, tel va dire. Mais vous n'avez pas fait attention. Le premier qui a réagi réellement, c'est la CEDEAO, justement. Le communiqué de la CEDEAO, après les élections, n'est pas différent de ce que nous avons aujourd'hui. La CEDEAO était là. Ils ont passé aux différentes étapes. On peut déplorer, c'est normal, qu'on se dit, mais quand même, pourquoi une certaine partie n'a pas pu. Et le chef de l'État est le premier à le déplorer. Alors quand vous avez déjà, le chef de l'État même a déjà ouvert la porte, pourquoi aller défoncer une porte qui est déjà ouverte? Et après, vous défoncez la porte, donc vous n'avez fait aucun effort. Maintenant, vous dites qu'il y a scandale, qu'il y a effraction. Mais c'est vous. C'est vous qui êtes allé défoncer une porte qui est ouverte. Vous êtes allé créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, quand on dit qu'il faut reprendre, on va reprendre quelle élection? Sur quel fondé? Avec sur quelle règle? Si on devrait remettre en cause chaque loi votée, parce que cette loi ne plaît pas à quelqu'un, parce que personne ne veut que, parce qu'on a des difficultés à l'appliquer, mais on n'appliquera aucune loi. On n'appliquera aucune. Il y a tellement de lois difficiles à appliquer. Tellement de lois. Vous savez, la loi qui a fait obligation de ne pas émettre de la monnaie en espèces plus de 100 000 francs. Combien de Benoît l'a pris réellement? Mais le jour, on voudrait sanctionner. Ce n'est pas les députés qui diront de la remplacer. Parce que ce n'est pas l'opposition qui va dire que cette loi-là n'est pas réaliste. Parce que la loi a une force exécutoire. Parce que la loi ne s'impose pas directement. Ils ne se voient pas encore bloqués. Ils sont bloqués seulement. C'est qu'ils parlent quand ils sont bloqués. Ils parlent quand ils sont bloqués. C'est que la démocratie se limite à leurs petits égos et à leurs intérêts. Non. Donc, pourquoi? Il y en a qui s'amusent, députés nommés, députés machin. Mais c'est amusant. Mais c'est amusant. Je voudrais tout de même partager avec vous cette déclaration ou le contenu, quelques extraits de cette déclaration du Comité national de la résidence qui parle d'un vide juridique, que le Bénin est dans un vide juridique parce que l'Assemblée nationale qui est là actuellement n'est pas compétente. On a entendu les gens dire qu'ils avaient gagné les élections, on avait eu droit des gouvernements bis, tout ça là, ça a débouché sur quoi? Je ne parle pas nécessairement du Bénin, mais on a eu des gouvernements, on a dit, ben, j'ai gagné les élections, je forme mon gouvernement. Mais après, ça débouche quoi? Non, attends. Les gens sont libres de fantasmer. Ils sont libres de fantasmer, ils sont libres bon, ils voient vite juridique là où ils veulent voir. Mais ils sont leur propre constitution, ils sont leur cours constitutionnel, ils sont tout à la fois, ils sont juges, ils sont partis, et c'est eux qui décrètent. Bon, ok, d'accord, tant mieux. Selon eux, il y a vide. Selon l'État, il n'y a pas vide. Et l'État avance, le pays avance, le gouvernement avance, les institutions sont là, elles fonctionnent. Donc, si selon eux, il y a vide, bon, ils n'ont qu'à reprendre leurs élections. Oui. La CEDEAO encourage les efforts du Bénin à aller à des consultations inclusives, tous les acteurs politiques béninois d'ailleurs, et la France est pour également cette consultation inclusive. Nous avons connu des partis, des formations politiques qui acceptent la main tendue du chef de l'État, le PRD par exemple, Moël Bénin, l'UDBN, pour ne citer que ces partis-là. Les forces de l'opposition posent des préalables. Mais c'est ça qui est dommage. Ils n'ont pas de préalable à poser. En fait, il n'y a pas... c'est qui n'ont pas de... Est-ce qu'ils ont des gens qui les conseillent? Ils n'ont qu'à faire un peu attention. C'est justement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe qu'ils ont été mis de côté par eux-mêmes pour ne pas aller aux législatives. Qu'ils ont boycotté les législatives. Et aujourd'hui, ils parlent de préalable. Ils ne peuvent pas avoir de préalable. C'est eux qui sont demandeurs. Et puis, je ne sais pas qui a parlé du débat national. Monsieur l'État a parlé de consultation. Inclusive, ou bien large consultation. Il y en a qui commencent à dire que la consultation veut dire débat national. Moi, je ne pense pas. On n'a pas encore dit. Est-ce que les consultations ne devraient pas se retrouver dans un cadre de dialogue, par exemple? Monsieur peut consulter individuellement le groupe. C'est lui qui apprécie. C'est pas un truc de loi, ça c'est lui, c'est de son pouvoir régalien, républicain. C'est lui le chef, c'est lui qui a décidé, comme le chef de l'exécutif, d'écouter les différentes forces vives du pays. Et peut-être d'être conseillé par eux, afin d'aviser. Donc ceux qui rêvent d'un 90 bis se trompent. Vous voulez parler de la conférence nationale? D'un 289 bis se trompent. Lorsque les instances du parti de l'État du pays
du PFB ont remis en cause les fondamentaux de la Constitution, la loi fondamentale du 26 77. Donc, on ne peut pas revenir là. On n'est pas dans la situation de 89. L'État est en place. Les institutions sont en place. La Constitution est starisée, marbrée, totalement emmurée par eux. Les mêmes qui disent que notre Constitution est tellement... On ne doit pas la toucher. Mais dès qu'on applique la loi, il dit qu'il n'y a pas de démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est leur errance. Non? Les consultations devraient aller vite, Agapit Napoléon Mafori. Nous sommes à quelques mois seulement des communales et l'Assemblée nationale, quand on se réfère un peu au discours d'investiture du président Louis Lavonou, on pourrait déjà observer qu'il y a une ouverture de la part, par exemple, de la 8e législature à aller au dialogue ou à la consultation. Et les élections communales sont là. Quelle attitude devrait avoir ou quelle portée devrait avoir ces recommandations de la CEDEAO sur l'attitude des forces de l'opposition? Normalement, s'ils sont intelligents, j'espère bien qu'il doit en avoir quelques recommandations bien parmi eux. Des gens bien. C'est de prendre acte de la situation. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû prendre acte. Mais le jusqu'au boutisme est parfois les noirs, oui. Les béninois. Et c'est ça, à ce jeu qu'ils jouent. Ils ont oublié de prendre acte. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Parce que le processus se poursuit, avec ou sans eux. Et il se poursuivra avec ou sans eux. Donc on peut commencer les consultations sans eux d'abord. Quelle consultation? Mais si pour vos consultations, c'est débat, vous vous trompez. En tout cas, moi, je ne suis pas le chef de l'État, et je ne suis pas dans les secrets du président de la République, pour savoir si cette consultation, cette consultation veut dire débat national. Mais de mémoire de Béninois, quand on parle de consultation, on consulte, on écoute, on pose un problème à quelqu'un, et on écoute ses conseils, ses recommandations, ses avis. Pas que les gens ont envie de parler avec la classe politique, de manière inclusive. Écouter, de prendre des conseils. Mais ceux qui rêvent d'une conférence nationale se trompent. Ils se trouvent largement parce qu'ils seront déçus. Parce qu'il n'y aura pas une conférence de cette forme-là. C'est pas normal. Très bien. Pour finir, Agapit Napoléon Mafori, quand c'est vrai, la démocratie, nous avons entendu, nous avons eu vent de ces recommandations de la CEDEAO, l'ouverture de la 8e législature, les acteurs politiques de l'opposition. On peut tout de même espérer que demain sera meilleur quand toutes les composantes vont vouloir aller véritablement là où nous espérons. Mais demain est déjà prometteur. Demain est déjà meilleur. Il le sera. Il n'y a pas de raison que je ne fais pas ainsi. Tout simplement parce que depuis 3 ans, l'État est en train d'être remis à sa place, avec ses fonctions, avec ses manières républicaines, avec des habitudes civilisées. Donc, si les efforts qui se poursuivent, que nous demandons, les efforts qu'on amène les populations à accepter, si ces efforts se poursuivent, je pense que le pays s'en sortirait. Donc, demain est déjà prometteur. Il suffit simplement de demander à l'opposition, ou quelques rares personnes éclairées qui sont dans ce siège, de faire gaffe, de faire beaucoup gaffe, parce que le train ne va pas les attendre. Le train ne les attendra pas. Et ils ne savent pas faire, comme le disait le président lui-même, ils sont laissés sur les quais de la gare. C'est vraiment dommage pour eux. Très bien, merci beaucoup Agapit Napoléon Mafori, consultant politique à ETL, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Merci pour ces échanges. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ETL.